bonjour à tous. Je me présente. Donc, je suis Olivier Leboul. Je travaille au sein de la DSI du CEA. Et donc, moi, je vais vous apporter un témoignage plutôt là sur le mode de fonctionnement de notre service de tableau de bord en national au sein du CEA. Donc, je vais pas forcément faire de focus particulier sur un tableau de bord, mais plutôt vous expliquer un peu comment on fonctionne. Voilà, et comment on a pu mettre en place une offre de service basée sur Digdash. Voilà, donc je commence, je vais vous faire une petite présentation rapide du CEA. Donc le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc c'est ce qu'on appelle un EPIC, un organisme public de recherche à caractère scientifique. Et on travaille donc dans les 4 domaines principaux qui sont les suivants, donc la défense et la sécurité, les énergies bas carbone, donc ça concerne le nucléaire mais aussi les énergies renouvelables, et aussi donc la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale. Voilà, donc en termes de chiffres, le CEA il regroupe quasiment presque 20 000 salariés, répartis sur une dizaine de centres dans toute la France. Et donc voilà, pour un budget de 5 milliards d'euros. Voilà. En termes d'organisation, on retrouve 9 directions fonctionnelles et 4 directions opérationnelles. Donc les directions fonctionnelles, vous allez retrouver forcément les directions classiques, RH, finance, achat, etc. Plus quelques directions particulières, notamment liées à la sécurité du nucléaire ou la direction de la communication, le juridique, etc. Et puis on a 4 directions opérationnelles qui sont plus orientées dans nos technologies, dans la recherche, donc sur la partie application militaire évidemment, la direction des énergies, la recherche fondamentale et la direction de la recherche technologique. Donc en fait, nous, à la DSI, on a mis en place une offre de service qu'on a appelée T2B pour tableau de bord, donc qui est basée sur l'outil Digdash, qui est une offre, donc on met à disposition une plateforme Digdash avec des process qui vont autour pour l'ensemble des salariés en fait. C'est-à-dire chaque direction peut nous contacter et demander l'ouverture d'un tableau de bord. Voilà, et le principe, c'est que chaque personne qui va ouvrir un tableau de bord, normalement, va être assez autonome sur son tableau de bord. Il va pouvoir gérer son tableau de bord, gérer ses propres habilitations à son tableau de bord, etc. Donc l'offre de service, elle a été ouverte en janvier 2019, donc ça fait presque 2 ans maintenant que c'est en place. Donc ce que je disais effectivement, c'est que tous les salariés de l'entreprise peuvent potentiellement être concernés. Ils peuvent d'ailleurs nous faire une demande d'ouverture sur l'environnement de développement pour faire des tests. Et évidemment, toutes les données de l'entreprise peuvent potentiellement être concernées. Donc ça peut concerner des grands domaines comme les RH, la finance, mais aussi dans des labos de recherche, on peut avoir des tableaux de bord hyper pointus sur des données techniques. Voilà. Donc l'offre s'appuie aussi sur un processus assez, je dirais pas forcément lourd, mais bon, on demande la rédaction d'un formulaire pour ouvrir un tableau de bord aux demandeurs, et on demande à ce que les responsables des données qui vont être accéder soient au courant de cette ouverture et qui signent une autorisation comme quoi ils sont d'accord pour que le publicateur du tableau de bord accède à ces données. Le principe est le même pour les données RGPD, où on fera signer aussi un représentant RGPD.
Voilà, et évidemment, on demande un engagement du responsable du tableau de bord avec un code de déontologie qui va avec pour bien faire comprendre aux publicateurs qui s'engagent notamment sur la sécurité des données qu'il va mettre à disposition des utilisateurs qui décidera de l'habiliter. Voilà. Et puis en plus de ça, la DSI met en place des moyens d'assistance et de support. Donc nous on a choisi effectivement d'installer Digdash en version on-premise pour des raisons de sécurité des données. Voilà, puis on s'appuie aussi sur notre Active Directory. Voilà, l'outil est accessible uniquement en intranet pour les salariés du CEA. Voilà, puis on propose aussi un site collaboratif, des tutoriaux, et puis on a essayé de mettre aussi en place un modèle de mise en page pour que tous les tableaux de bord aient à peu près le même look. Voilà, donc le concept de ce qu'on a appelé l'espace T2B, c'est quoi? C'est un rôle Digdash, et on met à dispo aussi un serveur de documents associé qui permettra aux publicateurs de déposer ses sources de données locales s'il en a le besoin. Voilà, puis on a redéfini aussi la notion de profil, donc on a trois groupes d'autorisation, donc 3 profils qui sont les publicateurs, donc qui sont vraiment les responsables de l'espace et qui gèrent leur espace jusqu'à la mise en production. On a les créateurs, donc qui sont les développeurs des tableaux de bord, donc qui sont habilités par ces fameux publicateurs, et on a les utilisateurs qui, eux, ne sont là qu'en consultation. Voilà, donc ce schéma récapitule un peu les habilitations, le niveau d'habilitation qu'on a mis en place, sachant que l'administrateur ou superviseur de la plateforme, entre autres moi, mais aussi certaines personnes de l'exploitation, on gère tout ce qui est éléments communs sur la charte graphique, les fonctions, les traductions. Voilà. Par contre, le publicateur, donc, on cloisonne ça par espace, et chaque publicateur est responsable de son tableau de bord et gère les droits qu'il veut sur son tableau de bord. Voilà, donc les quelques chiffres sur ce qu'on a actuellement. Donc, on a deux environnements actuellement, un environnement de développement où on crée, on conçoit les tableaux de bord, et ensuite l'environnement de production où on a les tableaux de bord nationaux qui sont déployés. Donc en développement, on a environ 70 tableaux de bord qui sont en cours. Alors ça peut être vraiment de toute taille possible. Donc voilà. Et en production, on a actuellement 30 tableaux de bord utilisés pour presque, on est en train d'atteindre 1200 utilisateurs. Donc on va d'ailleurs très prochainement passer à la tranche suivante de 1500 utilisateurs. Voilà. Et voilà, j'ai essayé de faire une petite répartition par direction. On voit que les directions celles qui ont le plus de tableaux de bord sont des directions opérationnelles, donc c'est plus justement dans la recherche, dans la technologie, qui ont des petits tableaux de bord. Et ensuite, vient la direction financière, effectivement, qui commence à développer pas mal de tableaux de bord, puisqu'ils en ont 4 actuellement. Voilà. Et puis DRH et la direction des achats n'ont qu'un seul tableau de bord, mais par contre, ce sont des tableaux de bord qui sont très complets et très complexes. Donc ça dépend un peu du niveau de complexité aussi. Voilà, en termes de, pardon, excusez-moi, en termes d'infrastructure, donc comme je vous disais, on a pour l'instant 2 serveurs. Alors on est en train de monter un serveur de qualif en plus parce que effectivement le fait d'être on-premise, c'est nous qui gérons toute l'administration des serveurs et notamment le passage, l'upgrade des versions. Donc c'est pas forcément simple. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a demandé un serveur de qualif en plus, parce que
2, c'est pas suffisant. Voilà. Puis en termes de fonctionnement, en gros, hein, les sources de données sont rafraîchies toutes les nuits, et pour que les tableaux de bord soient disponibles dès le matin. Et on se base essentiellement, enfin, en tout cas pour les données nationales, on va dire, on se base essentiellement sur un data warehouse en SQL Server qui rassemble énormément de données au niveau finance, RH, achat, etc. Voilà. Et enfin, les axes d'amélioration par rapport à ces deux années de fonctionnement de cette offre de service, il y a 3 points particuliers. Donc la première partie, c'est la charte graphique, où effectivement on essaye de donner des bonnes pratiques et de mettre à dispo des palettes de couleurs et des objets graphiques communs. On s'aperçoit que c'est pas forcément simple, puisque justement on laisse beaucoup d'autonomie aux différentes directions. Donc on a un bon axe d'amélioration sur ce sujet, parce que on a forcément du mal à ce que tout le monde fasse de la même façon. D'ailleurs, on peut se demander si c'est forcément obligé que tout le monde ait la même charte graphique. C'est en cours de réflexion. Voilà, le deuxième axe d'amélioration, c'est la partie gouvernance des données, où effectivement, là, vu la hausse dernière du nombre de tableaux de bord, on a de plus en plus de demandes de sources de données, et parfois on a de la redondance. Donc au niveau d'Igdash, on a seulement actuellement 4 cubes qui sont ce qu'on appelle des cubes centraux, donc qui sont partageables pour les tableaux de bord qui le demandent. Excusez-moi. Oui, donc on n'a que 4 cubes centralisés, et on a de la redondance au niveau des sources de données, et je pense qu'on a un gros travail à faire là-dessus, et aussi de communication pour référencer nos données et ne pas réinventer la poudre à chaque fois. Encore une fois, on parle des grands domaines que sont finance et RH. On nous demande souvent des accès à ces données-là. Voilà. Puis le dernier point d'amélioration, effectivement, au sein de la DSI, on apporte du support, de l'assistance, mais parfois ça dépasse forcément nos compétences. Donc il est souvent nécessaire de faire appel soit à Digdash pour de l'expertise, ou des prestataires externes dans le cas de la réalisation de tableaux de bord plus complexes, ce qu'on a fait notamment pour le tableau de bord des RHRS, voilà, qui a été fait plutôt en mode projet. Voilà. Donc la majorité des tableaux de bord, c'est la responsabilité de chaque direction du publicateur. Par contre, on a quelques besoins ponctuels où là, on peut fonctionner en mode projet. Voilà. Après, en annexe, j'avais mis quelques éléments. Ça, c'était juste pour vous indiquer le paramétrage des profils et des droits qu'on avait mis en place pour nos profils publicateurs, créateurs, users. Là, je vous avais indiqué un modèle de formulaire, voilà, pour vous sachiez à quoi ça ressemble. Donc voilà, pour demander l'ouverture d'un espace qui est centralisé par la DSI, voilà, on demande de remplir un questionnaire avec notamment le nom et le nom des sources dont on va avoir besoin, et l'autorisation des responsables de chaque source de données. Voilà. Et à partir de ça, ils auront un espace qui sera ouvert en développement, en production, et théoriquement, le publicateur peut lui-même faire ses déploiements. C'est-à-dire qu'une fois que le tableau de bord a été développé, il peut lui-même faire sa sauvegarde et sa restauration. Voilà. Alors on voit qu'en pratique, de temps en temps, on a quand même besoin d'apporter du support, parce que voilà, sur les tableaux de bord complexes, on a du JavaScript, on a du CSS, on a
des objets graphiques en plus. Donc voilà, c'est pas forcément toujours aussi simple que ça de laisser le publicateur autonome sur ces parties-là. Même si on le fait pour les tableaux de bord assez simples. Voilà. Puis évidemment, on a des données très sensibles au CEA, donc voilà, on a un code de déontologie que le publicateur doit respecter. Voilà, ça c'est le site collaboratif. Bon, c'était juste en annexe. Voilà, nous, comment on fonctionne, comment on présente nos tableaux de bord. En général, on met les filtres sur la gauche et puis les graphiques à droite. Voilà, ça c'est les bonnes pratiques qu'on essaye de respecter. Et puis, au final, même si je vous fais pas de focus particulier sur les tableaux de bord, je vous montre quand même quelques exemples pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai trois tableaux de bord. Donc celui-là, c'est le tableau de bord géré par la DSI qui permet un peu de faire des statistiques d'utilisation justement de l'outil, notamment en termes d'activité. Donc on peut voilà, avoir le nombre d'utilisateurs connectés qui se connectent par mois. On peut évidemment filtrer sur les périodes qu'on veut. On peut faire des focus sur une direction, sur un tableau de bord. On a la répartition par profil. Voilà, on a ce genre d'informations qu'on essaye d'étoffer petit à petit. Voilà. Le deuxième que je peux vous montrer, sans rentrer dans les détails, c'est le tableau de bord qui a été fait par l'ARH, DRHRS. Donc là où voilà, ils peuvent avoir des indicateurs sur tout ce qui est effectif, réalisé, prévisionnel, les départs en retraite, et puis ils peuvent faire aussi des focus sur les métiers, les emplois et compétences, et puis même d'une façon plus pointue d'identifier les domaines d'expertise et jusqu'aux personnes qui sont rattachées à ces domaines d'expertise. Voilà. Et on voit aussi que on peut visualiser toute la hiérarchie des directions, des sous-directions, des services, et que les utilisateurs n'ont pas forcément le droit de voir toute cette hiérarchie. Donc, on a mis en place aussi une gestion d'un périmètre de visibilité. Ça se fait techniquement par l'utilisation d'un paramètre utilisateur dit dash qui permet d'identifier à quelle direction l'utilisateur appartient et de lui filtrer ses données en fonction de son périmètre de visibilité. Donc ça se fait avec un paramètre utilisateur qui est utilisé dans les requêtes des sources de données. Voilà. Et puis le dernier, donc qui est en cours de déploiement en production, c'est un nouveau tableau de bord donc qui a été développé par la DFP pour les finances. Voilà. Où là, voilà, on a les données budgétaires et donc ce tableau de bord s'appuie essentiellement sur nos cubes partagés dont je parlais tout à l'heure, nos sources de données partagées. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions plus précises. Beaucoup, Olivier. Alors, il y avait quelques questions, mais je pense que certaines ont été répondues déjà. Notamment, est-ce qu'on peut voir des exemples de rapports? Voilà, ça a été fait à la fin, donc pas de souci particulier. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais peut-être juste poser une question. Donc un point important, c'est qu'effectivement on a vu des intervenants là, avec des profils assez différents, notamment en termes d'organisation. Hein. Là au CEA, il y a un type de déploiement très particulier, parce qu'effectivement la DSI est porteuse d'une offre de service, et ce sont les métiers qui viennent créer leur propre tableau de bord et leur propre espace de sécurité. Hein. C'est d'ailleurs même une fonctionnalité qu'on a rajoutée spécifiquement à la base pour le CEA, hein, le fait d'avoir de la sécurité distribuée. Alors j'en profite pour faire une petite aparté, hein. On parlait tout à l'heure, effectivement, alors il y a plusieurs intervenants qui ont parlé de cette flexibilité de Dig Dash à pouvoir intégrer de nouvelles fonctionnalités.
Bah effectivement, hein, ça fait partie de notre programme d'innovation client qui permet de rajouter des fonctionnalités dans des temps assez courts, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la fonctionnalité pendant 2 ans, hein, on peut le faire sur des temps de développement assez courts. Ça va rejoindre ensuite le train des releases standards, hein, mais en tout cas, ça permet effectivement d'avoir sur des temps assez courts des fonctionnalités qui vous permettent de vous débloquer de situations qui ne sont pas prévues naturellement par le produit. Le petit point supplémentaire pour répondre à une des problématiques effectivement proposées par qui est introduit par le CEA dans les axes d'amélioration hein, sur la gouvernance de données et le catalogue de données. Donc ça, c'est aussi une des fonctionnalités qui arrive dans la 2020, enfin qui est arrivée déjà dans la 2022 de DigDash. Donc je pense qu'il y aura un peu des formations. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir voir effectivement tout ce qui a été produit un peu partout, sans rentrer dans le détail de ce que contient l'information, mais d'avoir des informations sur les métadonnées, savoir ce qu'on veut publier, pour pouvoir réutiliser potentiellement plus facilement des informations qui existent déjà dans d'autres endroits. Notamment quand on est sur un système très distribué, comme c'est le cas ici au CEA, je pense que ça peut faciliter un peu la vie des utilisateurs et des nouveaux créateurs de tableaux de bord. Alors, une autre question qui est posée, comment sont gérées les données très sensibles? Est-ce qu'elles sont cryptées? Voilà ce qui est posé comme question. Alors, non, elles sont pas forcément cryptées. Alors, par contre, ce que j'ai pas dit dans l'infrastructure, c'est que, effectivement, pour notamment les applications militaires, en fait, on a des serveurs qui sont, en fait, les environnements sont dupliqués pour la direction des applications militaires. Donc, c'est-à-dire qu'on a des serveurs qui sont cloisonnés pour cette partie-là et qui sont en dehors de notre réseau civil. D'accord. Donc effectivement, là, il n'y a pas de communication possible entre les différents tableaux de bord entre guillemets sur les applications militaires, si je comprends bien. Voilà. De temps en temps, pour les grands tableaux de bord, on a des tableaux de bord qui vont être dupliqués. D'accord. Enfin, en fait, on n'en a qu'un pour l'instant, mais sur la RH notamment, on a 2 fois le même tableau de bord, on l'a au civil et on l'a à la dame. D'accord, très bien. Non, c'est pas une autre question qui a été posée. Non, juste pour reprendre ce système de cryptage, hein, bien sûr, les données sont chiffrées dans DigDash quand elles sont stockées sur le disque hein, de manière standard, donc c'est difficile de les récupérer. Et puis d'autre part, effectivement, vous avez la possibilité de crypter des colonnes spécifiques. J'essaie de répondre de manière un peu plus détaillée à cette question qui vient d'être posée. Vous avez possibilité de crypter des données sensibles pour certaines personnes. Hein, normalement, notamment on parlait de RGPD, hein, donc le fait de pouvoir afficher des données personnel entre guillemets pourrait être dépendant des habilitations de l'utilisateur. Donc vous avez des fonctionnalités spécifiques dans DigDash pour gérer ce cas-là. Y a-t-il d'autres questions? Non, merci beaucoup en tout cas Olivier pour la participation. Martin, je te laisse peut-être faire un petit mot de conclusion si tu le souhaites. Oui, merci Antoine et merci Olivier pour votre présentation. Donc, merci d'ailleurs au CEA, à l'INRAE, à l'Université de Nantes et au département de la Gironde, du coup, pour vos interventions. C'était, je pense, très enrichissant pour toutes les personnes qui ont participé, d'avoir votre retour d'expérience en tout cas. Merci également aux participants d'avoir pris le temps ce matin de venir assister à ces retours d'expérience. Pour toute personne qui souhaiterait avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes par mail. Dans tous les cas, moi, je reviendrai sûrement vers vous pour voir si vous souhaitez continuer vos échanges avec nous, en tout cas. Et donc voilà, un grand merci à tous pour cette matinée bien riche en informations et réussie. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon appétit. Merci à tous, bonne journée et à bientôt, j'espère. Au revoir.